T'es là? Allez, viens ma belle, viens ma belle. Regarde, regarde, regarde. Regarde, on va regarder. Non, non, mais toi, tu peux pas manger des papillotes. Tiens, regarde, on va lire. Oh, regarde. L'art est une démonstration dont la nature est la preuve. Ça te dit? Hein? On va aller faire un petit peu des maths. Tu sais que dans Histoire hédoniste, il y a plein de pépitos. Allez, on va regarder ça ensemble. Alors, on vient de voir une vidéo sur un exercice du chapitre 4 de Histoire hédoniste de groupe et de géométrie, tome 2. C'est un exercice de combinatoire sur le groupe symétrique, et ce qu'on a fait, c'est de chercher la moyenne du nombre de cycles dans la décomposition en cycle à support disjoint de SN, et pareil pour le nombre d'inversions. Donc ça, on l'a fait avec une méthode où on se contentait de calculer la moyenne. Là maintenant, on veut un peu plus, on veut aussi la variance. Et on va voir que là, c'est plus compliqué. On passe d'un exercice, on va dire 2 étoiles, à un exercice 3 étoiles quand même. On va d'ailleurs retrouver, avec cette méthode, en cherchant la variance, on va retrouver la moyenne. Donc finalement, ça fait que cet exercice-là, il est suffisant en soi. Alors, il nous faut un petit lemme. Vous allez voir, c'est un lemme très mignon pour calculer la moyenne et la variance à partir d'un polynôme. Alors, vous allez voir ça, soit S un ensemble fini, donc bon, je pense évidemment à Sn. Alors, il est muni de la probabilité uniforme, hein, d'accord? Et X, une variable aléatoire à valeur dans N. On va prendre P, le polynôme somme de AK, XK. Ce X, c'est évidemment l'indéterminé, c'est pas la variable aléatoire, vous aurez compris. Qui est dans N de X. AK, c'est quoi? C'est le nombre d'éléments de S qui, par X, ont pour image K. K est donné dans N, donc K est positif, donc ça fait bien un polynôme, un coefficient dans N. Alors, P de 1, bon, évidemment, c'est le cardinal de S. L'espérance de X, c'est la dérivée logarithmique de P évaluée en 1. Et la variance, c'est la dérivée logarithmique seconde de P évaluée en 1, plus la dérivée logarithmique de P évaluée en 1, c'est-à-dire plus l'espérance. Voilà. D'abord, une petite chose que j'aimerais préciser. Le log de P ne veut rien dire. En fait, le log d'un polynôme, ça habite nulle part, en tout cas dans le domaine de l'agrégation. En revanche, évidemment, le log d'une fonction polynôme, oui, ça habite quelque part, mais le log d'un polynôme n'habite nulle part. Quand on dit dérivée logarithmique, ça veut dire simplement P' sur P. D'accord, voilà, tout simplement. Et c'est une dérivée logarithmique dans le sens qu'elle transforme un produit en somme. Voilà, c'est-à-dire si on l'appelle delta, delta PQ égale delta P plus delta Q. Voilà, c'est ça qu'elle a de logarithmique. Bon, ça c'est un détail. Bon, la preuve de ça est vraiment immédiate. D'abord, P de 1, bah, c'est évidemment la somme des AK, et la somme des AK, bah oui, comme S, c'est l'ensemble, il est partitionné par les éléments qui ont pour image K, eh bien, ça veut dire que le cardinal de S, c'est la somme des cardinaux qu'on a ici. Bon, ça c'est clair. L'espérance de X, bah, l'espérance de X, c'est la moyenne des K à K, donc c'est la somme des K à K sur S, donc évidemment on retrouve P' de 1 sur P de 1, donc la dérivée logarithmique par définition hein, de P en 1. Et maintenant, quand on va regarder log de P seconde plus log de P', donc on va dériver P' sur P. Alors quand on va dériver P' sur P, ça fait P seconde sur P moins P' carré sur P2. Donc ici, on va avoir ça. Et là, je veux ajouter P' sur P. Voilà. Alors qu'est-ce que ça nous fait? Maintenant, quand on évalue en 1, eh bien, on va avoir, bon, P seconde, quand on va l'évaluer en 1, ça fait somme de K, K-1 à K. P, quand on l'évalue en 1, ça fait P de 1, donc on sait que c'est cardinal de S. Moins, ici, quand on va évaluer en 1, on va avoir l'espérance au carré. Et là, on a somme de K à K sur P de 1, d'accord, comme on avait ici. Donc, il y a élimination ici du moins K à K avec le plus K à K. Donc, ça fait une somme pour K positif de K2 sur AK sur le cardinal de S, finalement, ici. Moins l'espérance au carré. Et ça, on reconnaît la variance. Bien. Donc, c'est assez simple. Ce qui veut dire, la morale de cette histoire, c'est que
si on arrive à avoir le polynôme ici, on a facilement l'espérance et la variance à condition que le polynôme soit factorisé, parce que ce sont des dérivées logarithmiques, donc si on arrive à l'avoir sous forme factorisée, c'est bon. Alors maintenant, on va attaquer le plus simple pour commencer, c'est-à-dire le nombre de cycles. On avait vu la dernière fois que le nombre de cycles à support disjoint dans le groupe Sn, on va appeler A indice nk le nombre de permutations de Sn qui possèdent dans leur décomposition un cycle à support disjoint exactement k cycles, en comptant, vous vous rappelez, les cycles singletons. Ça c'est important, ils comptent de toute façon. On ne les met pas parce qu'il est inutile de les voir, ils sont inutiles, mais ils sont là, mathématiquement ils sont là. Eh bien on a vu que ANK, c'est AN-1 K-1 plus N-1 facteur de AN-1 K. Voilà. Donc, quand on a, on part d'une permutation, voilà, comme ceci, de S5, et je veux en faire une permutation de S6. Donc, il faut que je fasse quelque chose du 6. Bah, soit le 6, je le rajoute ici, c'est-à-dire je dis que 6, c'est 6 qui va vers 6. Dans ce cas-là, j'ai rajouté un cycle, à support disjoint des autres. Donc ça, c'est ce qui correspond ici. Soit alors le 6, ben, je décide que c'est un des n-1 qui était là avant, qui va aller vers 6, et dans ce cas-là, je vais avoir, par exemple, si je décide que c'est 1, je vais avoir 1, 6, 2. D'accord ? 3, 4, 5. Mais si je décide que c'est 4, je vais avoir 1, 2, 3, 4, 6, 5. Voilà. D'accord ? Et donc, j'ai n-1 possibilité, mais là, dans ce cas-là, je n'ai pas rajouté un cycle. J'ai toujours 4 cycles. Voilà. Donc, c'est cette histoire. Et finalement, bon, maintenant, je voulais un polynôme. Alors, j'ai Pn égale somme de ANK xk, ça c'est ma définition de Pn, et je sais qu'il faut que je calcule l'espérance et la variance. Donc, il faut que je factorise Pn, sinon le polynôme ne sert à rien, en quelque sorte, s'il n'est pas sous forme factorisée, vu le lemme. Bien, et ben, cette formule de récurrence, je vous laisse vous convaincre que c'est exactement le fait que Pn, c'est Pn-1 fois, que je sois précis sur le fois, voilà, x plus n-1, avec le n-1 qui est ici. C'est exactement ça. D'accord ? Donc maintenant, ben, Pn par récurrence, vu que P1 c'est x, et ben, Pn c'est le produit x plus 1 jusqu'à x plus n-1. Voilà, qui ressemble à ce qu'on appelle un polynôme de Hilbert, mais normalisé. Donc là maintenant, ça y est, c'est terminé, on a Pn qui est ici. On note en passant que quand on regarde Pn de 1, bah, on retrouve factoriel n, c'est normal, c'est le cardinal du groupe symétrique. E de x, maintenant, bah, on fait la dérivée logarithmique, donc ça fait 1 sur x plus 1 sur x plus 1 jusqu'à 1 sur x plus n-1 qu'on évalue en 1. Donc on retrouve les premiers termes de la série harmonique, et la variance, eh ben, on va encore dériver ça, et ensuite on ajoute encore une fois l'espérance. Donc ici, voilà l'espérance, et quand on va dériver ça, on va avoir moins les carrés, oups, voilà. Donc j'ai mis le moins en facteur, et ça nous fait une variance qu'il aurait été peut-être difficile de trouver autrement. Bien, alors maintenant, on va attaquer quelque chose d'un petit peu plus solide, c'est le nombre d'inversions. Donc pareil, on va chercher le polynôme générateur finalement de la variable, on va factoriser le polynôme, et puis ensuite, il n'y aura plus qu'à récolter les fruits. Mais pour factoriser le polynôme, il va falloir passer par la géométrie et par un théorème de Brugger. Donc maintenant, on regarde le nombre d'inversions. Alors, je vais, dans un premier temps, avant d'attaquer le polynôme générateur du nombre d'inversions, je vais faire une remarque sur les matrices échelonnées réduites de type sigma, où sigma c'est
permutation. Je dis que le nombre d'inversions, déjà, c'est le cardinal de 1 de sigma, quand sigma c'est une permutation, donc c'est l'ensemble des couples IJ avec I strictement inférieur à J, I et J sont entre 1 et N, hein, avec sigma de I strictement supérieur à sigma de J, donc sigma a inversé le sens des inégalités. Donc N de sigma, c'est son cardinal. Eh bien, je dis que N de sigma peut se réaliser matriciellement. C'est le nombre d'étoiles dans la matrice échelonnée réduite de type sigma. Alors, si vous avez oublié ce que c'est, d'abord, vous pouvez regarder dans déjà Nouvelles histoires hédonistes de groupés de géométrie, ou Histoire de groupés de géométrie, le tome 2 de 2015. Mais je vais vous donner quand même un exemple. Regardez. Donc là, on va prendre sigma de 1 égale 3, sigma de 2 égale 1, sigma de 3 égale 4, sigma de 4 égale 2. Bon, c'est un cas de cycle. On est dans S4. Hein. Et je vais regarder les matrices échelonnées réduites de type sigma. Ça veut dire que je vais d'abord faire comme si je mettais la matrice de permutation de sigma. Donc 1 va vers 3, 2 va vers 1, 3 va vers 4, et 4 va vers 2, d'accord? Mais au-dessus de chaque 1, je mets des étoiles, d'accord? Ici, là on est en haut. Ici, eh bien, je vais mettre une étoile au-dessus de chacun, sauf si à gauche, il y a un 1. Et ici, donc ici, je ne mets pas d'étoile parce qu'à gauche, il y a un 1. Et là, ici, il y a un 1 à gauche, donc là, il y a des zéros. Donc finalement, le nombre d'étoiles ici, c'est 3. Et on peut vérifier qu'effectivement, il y a exactement 3 inversions dans sigma. Les voici. Donc 1, 2 est transformé en 3, 1. 1, 4 est transformé en 3, 2. Donc il y a inversion, et 3, 4 est transformé en 4, 2. Et les autres, par exemple 1, 3 va être transformé en 3, 4. Les autres respectent l'ordre, vous pouvez vérifier un par un. Alors, bien sûr, on l'a vu sur un exemple, on aimerait essayer de comprendre un peu mieux pourquoi cette coïncidence, pourquoi le nombre d'étoiles ici est égal exactement au nombre d'inversions. Alors, oui, vous allez voir, c'est clair, c'est normal. On regarde ce qui se passe en IJ. D'accord? Voilà. À quelles conditions il y a une étoile en IJ? Eh bien, il faut que... Alors, on se donne J. Donc là, J, c'est 1. Donc maintenant, sigma de J, là, c'est 3. Donc il faut que I soit avant sigma de J. Donc I est strictement inférieur à sigma de J. Maintenant, si j'ai mis une étoile, c'est aussi pour une deuxième raison. C'est que j'étais avant, c'est que ici, mon J, là, il est avant cet élément. Là, il est derrière cet élément. C'est-à-dire que J est plus petit que... Alors ça, si on part de I, ça c'est sigma moins 1, le 2 ici, c'est sigma moins 1 de I. Donc ce que je veux, c'est que J soit strictement inférieur à sigma moins 1 de I. Voilà. Donc c'est les deux conditions qui sont remplies pour avoir une étoile. Maintenant, on va analyser ces deux conditions. Je vais simplement poser K égale sigma moins 1 de I. D'accord? Donc ça veut dire que I, c'est sigma de K. Donc j'ai sigma de K qui est strictement inférieur à sigma de J, et J qui est strictement inférieur à K. Oui, c'est exactement l'inversion, d'accord, dont on parle. Donc finalement, le nombre d'étoiles est bien égal au nombre d'inversions. Voilà. Donc, maintenant, je vais pouvoir attaquer avec la géométrie des matrices, hein, et je vais pouvoir attaquer mon polynôme. Regardez, P, c'est égal à la somme, donc le P qui est ici, hein, à la somme des AK XK, avec AK, eh bien, c'est le cardinal de l'ensemble des sigma dans Sn, tel que n de sigma égale K. Bon, donc on a ça.
Eh bien, ce que j'affirme, c'est que si je travaille sur un corps, donc je vais travailler sur un corps K, hein, de cardinal Q, alors le nombre de matrices échelonnées réduites de type sigma, eh bien, ce sera exactement, à chaque fois, j'ai Q possibilités à mettre ici, d'accord, à la place de l'étoile. Donc, le nombre de matrices échelonnées, ici, T sigma, de type sigma, matrice échelonnée réduite de type sigma, eh bien, c'est exactement Q puissance le nombre d'inversions de sigma, puisque j'ai Q façon, à chaque fois indépendante, hein, de mettre des coefficients ici. Ce qui fait que P de Q, ben, quand on va mettre Q ici, ben, on va avoir exactement la somme, mais cette fois-ci, c'est plus sur K, c'est sur sigma de Sn du cardinal des matrices échelonnées réduites de type sigma. Voilà. Alors attention, là, c'est déjà une première chose. Et maintenant, on va interpréter cette somme comme le cardinal d'un ensemble qui a une raison d'être géométrique. Alors, je vais donner une version du théorème de Brua. Soit G, c'est GLN de K, hein, bon, groupe linéaire, sur un corps quelconque, mais là, K, c'est un corps à Q éléments. Et on va regarder B, le sous-groupe, qu'on appelle le borélien, hein, B comme Borel, et c'est le sous-groupe des matrices triangulaires supérieures. Voilà. Alors bien sûr, comme il est dans G, j'ai mis des étoiles, mais ces étoiles, ça veut dire que c'est juste des éléments non nuls, et là, c'est quartier libre. Là, c'est 0, non nul et quartier libre. Le théorème de Brua dit que on va regarder les classes modulo B, voilà, et pour chaque classe modulo B, donc j'ai un G bar dans G sur B, alors ce qui fait sens, hein, G c'est un groupe, B c'est un sous-groupe, voilà, eh bien G bar possède un unique représentant qui soit une matrice échelonnée réduite de type sigma pour un sigma unique. Voilà, hein, ce qu'on a vu, hein, voilà, on peut lui associer. Finalement, bon, c'est pas très agréable à démontrer. Vous pouvez le trouver dans le chapitre 1 de H2G2, le tome 2. Vous pouvez le voir dans le Naïm-Testar aussi, qui est une bonne référence. Mais dans le fond, c'est juste du pivot de Gauss, mais du pivot de Gauss sur les colonnes au lieu d'être sur les lignes. Voilà, où on joue sur les colonnes, mais on fait une récurrence sur les colonnes. On commence par travailler, on prend G, et on cherche un représentant de ce type-là. Et en fait, on regarde déjà le premier vecteur, ensuite on regarde les deux premiers vecteurs, on essaie de jouer sur les colonnes des deux premiers vecteurs, puis les trois, etc. etc. Voilà, on regarde ça de façon drapeau, on regarde le drapeau associé à G. Donc je vous laisse regarder un petit peu ce théorème, en tout cas vous pouvez l'admettre, et ce qui veut dire que P de Q maintenant, eh ben ça va être, puisqu'il y a un représentant par classe, eh bien c'est exactement le cardinal de G sur B. Voilà. C'est magnifique. Donc P de Q, c'est le cardinal de G sur B. Est-ce que ça va nous aider à factoriser P? La réponse est oui. Parce que le cardinal de G sur B, c'est le cardinal de G quotienté par le cardinal de B. Et cardinal de G, c'est le nombre de bases, on connaît, c'est Qn-1, facteur de Qn-Q, jusqu'à Qn-1. Et le cardinal de B, ici on n'a que des zéros, hein, de toute façon. Là, on a Q possibilités sur ce triangle, donc n-1 sur 2, parce que c'est une matrice nn. Et ici, on a, sur la diagonale, on est obligé d'avoir des éléments différents de 0, donc on enlève 0, donc ça fait Q-1 puissance n. Donc voilà, il n'y a plus qu'à factoriser, étant donné que des cardinaux possibles, il y en a une infinité, si j'arrive à factoriser pour P de Q, j'arriverai à factoriser le polynôme pour tout x. Et là, on attaque, il n'y a plus qu'à attaquer des petits calculs. Donc, je reprends ici, hein, c'est de là où on était parti. Donc le cardinal du groupe linéaire sur le cardinal du Borel, des matrices triangulaires.
Et maintenant, ben, ici, on va mettre à chaque fois Q en facteur. Donc, ça va faire Q puissance 1, Q puissance 2, jusqu'à Q puissance n-1. Donc, ça va faire 1 plus 2 jusqu'à n-1. Donc, ça fait ça. Et il va y avoir élimination des puissances de Q. Il va rester les quotients. Donc, comme là, il y a n facteurs et là, il y a Q-1 puissance n, ben, je peux distribuer. J'ai Q puissance n-1 sur Q-1, Q puissance n-1 sur Q-1, etc. Et ça y est, j'ai ma factorisation, P de Q. On reconnaît la série géométrique ici. Et donc, c'est un produit de série géométrique. Voilà. Donc, ça y est, j'ai une belle factorisation. Et je peux maintenant, bon, alors bien sûr, puisque c'est vrai pour une infinité de nombres, parce que Q, ça peut être pris pour les nombres premiers, par exemple, ou des puissances de nombres premiers, eh bien, j'ai une factorisation du polynôme comme ceci. Maintenant, je regarde juste, maintenant, puisque je vais prendre des dérivées logarithmiques, je vais faire la somme, d'accord, de tout ce que j'aurais obtenu dans ma factorisation. Donc, il suffit que je regarde QK, donc juste un des facteurs, pour K allant évidemment de 2 à N. Donc, quand je vais faire la dérivée logarithmique de QK en 1, je vais avoir les sommes je vais avoir une série arithmétique au numérateur et K au dénominateur. Donc, je vais avoir K-1 sur 2 au numérateur et K au dénominateur. Donc, ça va faire ça. Donc, l'espérance, ça va être la somme de tous ces... Pour K allant de 1 à N. Donc, ça va faire bien n-1 sur 4, ce qu'on avait trouvé dans la vidéo précédente. Voilà. Et maintenant, quand on fait la dérivée seconde, là, bon, un petit peu plus de calcul, c'est-à-dire qu'il faut dériver une première fois, hein, et puis ensuite une deuxième fois. On va voir arriver des K, facteurs de K-1. Et au dénominateur, on va avoir des carrés, donc il va y avoir une simplification, et on va avoir 1 demi de K-1 sur K. Et on va avoir un signe moins, donc ici moins 1 demi de K-1 sur K. Voilà, c'est ce qu'on a assez facilement. Et ici, bon, j'épargne les calculs un petit peu, un minimum. Hein. Et ici, ça va faire 1 demi de 1 sur K moins 1. Voilà. Maintenant, il faut que j'ajoute ça de K égale 1 à N. Et je vais avoir ma variance avec cette formule-là. Donc, quand je vais avoir la dérivée seconde ici, qui serait la somme de toutes les dérivées secondes évaluées en 1. Donc je vais avoir 1 demi de, ici je vais retrouver ma série harmonique, Hn, moins n, ici, et il faut que j'ajoute encore l'espérance, c'est-à-dire n-1 sur 4 qu'on a calculé tout à l'heure. Donc globalement, c'est 1 demi, la variance du nombre d'inversions, c'est 1 demi de la suite harmonique, plus n-3 sur 4. Voilà, alors à vous d'en faire ce que vous voulez. It's a free country. Hop, allez, non, c'est moi qui mange. Ça lui fait pas du bien. Allez, viens.